Chapitre 1. Les fondements d'un imbécile. Robert Bobby Kellerman avait toujours cru que l'amour se mesurait au sacrifice. À 52 ans, cet entrepreneur à la voix douce avait bâti sa vie autour de ce principe, construisant non seulement des maisons, mais aussi une famille qui, pensait-il, appréciait son dévouement indéfectible. Ses mains calleuses, usées par des décennies de travail honnête, avaient fourni à sa femme, Linda, et à son fils, Travis, tout ce dont ils avaient toujours rêvé. La famille Kellerman vivait à Milberg Heights, un quartier bourgeois où l'entreprise de construction de Bobby lui avait valu le respect de ses voisins. Il n'était pas riche, mais il était fiable. Le genre d'homme prêt à donner jusqu'au bout pour aider quelqu'un qu'il aimait. Sa femme, Linda, 47 ans, aux cheveux blonds platine et au goût prononcé pour le design et les contrefaçons, s'était habituée à la générosité de Bobby au cours de leurs 23 années de mariage. Travis, leur fils de 25 ans, avait hérité du sentiment d'avoir tout droit de sa mère, sans l'éthique de travail de son père. Après avoir abandonné ses études à 2 reprises, il avait passé les 3 dernières années à jongler entre des emplois à temps partiel tout en vivant gratuitement dans le sous-sol de Bobby. Malgré ses échecs, Bobby continuait de le soutenir, convaincu qu'un amour inconditionnel guiderait finalement son fils vers la réussite. Les ennuis ont commencé il y a 6 mois, lorsque Travis a annoncé ses fiançailles avec Rebecca Becca Morrison, une influenceuse de 23 ans aux 30 000 abonnés et aux rêves plus grands que ses revenus. Becca était tout ce que Travis pensait qu'il méritait, belle, ambitieuse et coûteuse. Elle avait de longs cheveux auburn, des yeux verts et un sourire à faire sortir de l'argent du portefeuille de Meiser. « Papa, on veut un vrai mariage », avait dit Travis au dîner ce soir-là, son bras autour des épaules de Becca tandis qu'elle parcourait les tableaux Pinterest remplis de salles de bal illuminées par des lustres et de pièces montées. Rien de vulgaire ni de gênant. Les abonnés de Becca suivront tout. Bobby avait observé le visage sérieux de son fils et ressenti une pointe familière d'obligation paternelle. « De combien parle-t-on, fiston ? 35 000 $ devraient suffire. » Becca intervint gentiment en lui montrant des photos du lieu de ses rêves. Le Grand View Manor, c'est là que tous les influenceurs se marient. Linda acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Robert, ce garçon mérite un beau mariage. On ne peut pas laisser les gens penser qu'on est radin. » L'entreprise de construction de Bobby était stable, mais peu lucrative. 35 000 $ représentaient près de la moitié de son bénéfice annuel. Mais devant l'expression pleine d'espoir de son fils, il ne pouvait pas refuser. « D'accord, » dit-il doucement. « Je vais m'en occuper. » Cette décision marqua le début du jeûne financier de Bobby. Il réduisit son budget course à 10 $ par semaine, se nourrissant de nouilles ramen et de sandwichs au beurre de cacahuète. Il résilia son abonnement au câble, vendit son bateau de pêche et prit des petits boulots supplémentaires le week-end pour économiser chaque centime. Quand Linda se plaignait de leur train de vie réduit, il travaillait simplement plus longtemps. On n'est plus jamais à la maison. Linda disait pourtant qu'elle passait ses journées à faire les courses pour le mariage avec Becca, utilisant les cartes de crédit de Bobby pour les achats essentiels. « Je fais ça pour Travis », répondait Bobby, épuisé par des journées de 14 heures. C'est son grand jour. Ce que Bobby ignorait, c'est que ses sacrifices étaient devenus une source de divertissement pour sa famille. Linda s'était rapprochée de Becca pendant l'organisation du mariage, se liant d'amitié grâce à leur vision commune de Bobby comme un distributeur automatique de billets sans fin. Ils avaient pris l'habitude de se moquer de ses repas frugaux et de ses tentatives désespérées d'économiser, considérant son dévouement comme à la fois pathétique et utile. Pendant ce temps, Travis avait trouvé une validation dans l'attention de Becca et l'admiration de son ami pour sa famille généreuse. Il ne mentionnait jamais que son père mangeait des ramen tout en payant leur rêve de champagne, préférant laisser croire que l'argent était facile. Le docteur Michael Landry est entré en scène 3 mois après le début des préparatifs du mariage. Le chirurgien orthopédiste de 40 ans était le nouveau patient de Linda. Elle avait commencé à le consulter pour des douleurs dorsales chroniques qui nécessitaient des rendez-vous hebdomadaires. Grand, distingué et récemment divorcé, Michael représentait tout ce que Linda estimait avoir manqué en épousant un simple entrepreneur. Leur liaison avait commencé par un café après les rendez-vous, puis s'était poursuivie par des déjeuners, avant de se transformer en rencontre passionnée dans l'appartement de Michael en centre-ville. Linda raconta à Bobby qu'elle s'était inscrite à un club de lecture qui se réunissait 2 fois par semaine, expliquant ses absences par des histoires élaborées de discussions de romans d'amour avec d'autres femmes au foyer. Michael était intrigué par la situation de Linda. Une chirurgienne accomplie qui appréciait les belles choses. Il trouvait ces histoires sur l'économie de Bobby à la fois amusantes et méprisantes.
« Pourquoi restes-tu avec lui » demandait-il lors de leurs après-midi ensemble. « Il est utile » répondait Linda en admirant son reflet dans le miroir de la salle de bain de Michael. « Il paiera n'importe quoi si tu sais demander. » Mais après le mariage de Travis, il sera peut-être temps de changer. Ni Linda ni Michael ne se rendaient compte que la voisine de Bobby, Madame Henderson, observait l'emploi du temps inhabituel de Linda avec une suspicion croissante. La veuve âgée avait toujours apprécié Bobby et avait remarqué sa maigreur, tandis que sa femme semblait plus heureuse que jamais. Chapitre 2. Les fils se dénouent. L'attachement de Bobby au mariage était devenu une obsession qui occupait tous les aspects de sa vie. Il se levait à 4 heures du matin pour commencer à travailler tôt, maximiser ses heures facturables, et rentrait chez lui après la tombée de la nuit pour trouver Linda et Becca en train de rire devant des magazines de mariage dans le salon. La maison sentait toujours les plats à emporter, la cuisine chinoise, la pizza ou la cuisine thaïlandaise, des choses qui coûtaient plus cher que le budget course hebdomadaire de Bobby. « Papa, tu as l'air horrible » observa Travis un soir, bien que son ton trahisse plus l'agacement que l'inquiétude. « Tu nous fais honte. » Les amis de Becca commencent à poser des questions. Bobby aperçut son reflet dans le miroir du couloir. Joues creuses, yeux épuisés, vêtements amples sur sa silhouette qui rétrécissait. « Je vais bien, fiston. Je travaille dur pour ton grand jour. » Becca sourit, de ce sourire d'influenceuse experte. « Monsieur Kellerman, vous êtes adorable. Ce mariage sera absolument parfait. Mes abonnés vont mourir en voyant les photos. » Les dépenses du mariage ne cessaient d'augmenter. D'abord, il y avait les compositions florales améliorées, $3000 de plus, car Becca trouvait les roses trop basiques. Puis le forfait éclairage personnalisé pour de meilleures photos, $2000 de plus. Chaque nouvelle dépense signifiait plus de dîners de ramen et des journées de travail plus longues pour Bobby. Linda avait pris de l'audace dans sa liaison, revenant parfois de son club de lecture avec l'odeur d'une eau de cologne onéreuse qui collait à ses vêtements. Elle avait commencé à laisser entendre qu'elle voulait plus de sensations fortes dans sa vie, mentionnant des amis divorcés qui vivaient leur vie à fond et voyageaient vers des destinations exotiques. Après le mariage, on devrait peut-être songer à faire une croisière, suggéra-t-elle un soir pendant que Bobby calculait leurs dettes sur son ordinateur portable. Et Linda, on sera ruiné pendant des années après ce mariage, répondit Bobby sans lever les yeux. Peut-être quand les affaires reprendront, soupira-t-elle d'un ton dramatique. Tu ne veux plus rien faire d'amusant, Robert. C'est comme si tu avais renoncé à la vie. Pendant ce temps, Travis et Becca s'étaient installés dans leur rôle de roi tout-puissant. Ils avaient déplacé leurs séances de planification dans des cafés et des restaurants, utilisant les cartes de crédit de Bobby pour financer leurs sorties quotidiennes tout en discutant de leur avenir avec une cruauté désinvolte. « Ton père est tellement déterminé à faire plaisir à tout le monde », observa Becca lors d'une de leurs réunions au café. « C'est plutôt triste, en fait. » « Il a toujours été comme ça », répondit Travis en consultant son téléphone. « Maman dit qu'il est prêt à tout pour éviter les conflits. Ça le rend facile à manipuler. » Leur ami Jake Morrison, le frère aîné de Becca, était récemment rentré de Los Angeles avec des histoires de start-up à succès et de capital risque. Le jeune homme de 28 ans était convaincu d'être destiné à la gloire. Malgré un palmarès d'entreprises en faillite et un endettement croissant, il logeait chez Becca, la charmant avec des histoires de relations à Hollywood et d'opportunités à venir. « Tu devrais venir à Los Angeles après le mariage », suggéra Jake lors d'un de leurs dîners de groupe. « J'ai des relations dans l'industrie du spectacle. Becca pourrait devenir une star sur la côte ouest. » Travis aimait l'idée de se réinventer en Californie. Loin des regards déçus de son père et des enfants du quartier qui se souvenaient de ses échecs. « On y arrivera peut-être, dit-il. De toute façon, c'est papa qui paye déjà tout. » Le docteur Michael Hendricks en avait assez des plaintes incessantes de Linda au sujet de Bobby. Au début, ces histoires sur la frugalité de son mari l'avaient amusé. Mais après des mois à entendre les mêmes plaintes, il avait commencé à voir la vraie nature de Linda, égoïste, arrogante et totalement dénuée de loyauté. « Quand vas-tu le quitter ?» demanda Michael lors d'une de leurs rencontres. « Tu parles de vouloir une vie meilleure, mais tu ne fais rien pour y parvenir. » Linda hésita. Elle appréciait l'excitation de la liaison, mais les revenus stables de Bobby lui garantissaient que l'intérêt de Michael pourrait ne pas l'être. Après le mariage, promit-elle. Une fois Travis installé, je serai prête à tout recommencer. Madame Henderson en avait assez vu. La vieille dame avait observé le comportement suspect de Linda pendant des semaines, notant l'heure de ses départs et de ses retours,
la façon dont elle vérifiait son apparence avant d'aller à son club de lecture et l'atmosphère générale de tromperie qui entourait ses activités. Un après-midi, alors que Bobby était au travail, Madame Henderson prit sa décision. Elle traversa la rue et frappa à la porte des Kellerman. « Linda, ma chérie », dit-elle quand Linda répondit, l'air légèrement troublé. « Je me demandais ce qu'il en était de ton club de lecture. Je cherchais une occupation pour mes soirées, et ça a l'air merveilleux. » Le visage de Linda pâlit. « Oh, Madame Henderson, c'est un groupe très particulier. Nous lisons des genres de livres très particuliers, des romans d'amour, principalement des thèmes très adultes. » Parfait. Madame Henderson sourit innocemment. « J'adore les histoires d'amour. Où vous retrouvez-vous? J'adorerais me joindre à vous. » Linda balbutia des explications de plus en plus invraisemblables jusqu'à ce que Madame Henderson s'en aille avec un sourire entendu. La vieille dame eut sa confirmation. Linda Kellerman mentait sur ses 2 absences hebdomadaires et le pauvre Bobby méritait de connaître la vérité. Chapitre 3. Leçon de la vérité. Le matin du versement du dernier paiement, Bobby se tenait dans sa cuisine, dégustant son petit déjeuner composé de flocons d'avoine instantanés et de café noir. Le chèque dans son portefeuille représentait ses dernières économies, un emprunt sur son compte retraite et une 2e hypothèque sur leur maison. 35 000 $. Tout ce qu'il avait et plus encore, investi dans le bonheur de son fils. Linda était déjà partie pour son livre club, l'embrassant sur la joue avec un enthousiasme inhabituel. Le mariage sera magnifique, Robert. Travis a tellement de chance d'avoir un père comme toi. Bobby sourit, éprouvant un rare moment de satisfaction. Malgré le sacrifice, il avait tenu sa promesse. Son fils aurait le mariage de ses rêves, et peut-être qu'après, ils pourraient reconstruire leur stabilité financière ensemble. Le trajet jusqu'à l'appartement de Travis prit 20 minutes dans les embouteillages matinaux. Bobby avait appelé à l'avance pour organiser le rendez-vous, souhaitant remettre le dernier chèque en personne. C'était son moment, l'aboutissement de mois de sacrifice qui gagnerait enfin le respect et la gratitude de son fils. Il monta les escaliers jusqu'à l'appartement de Travis au 2e étage, répétant mentalement un petit discours sur l'engagement familial et l'importance de construire un mariage solide. La porte trembla légèrement lorsqu'il atteignit le palier, et il entendit des voix à l'intérieur. Travis, Becca et quelqu'un d'autre riaient de quelque chose. Bobby leva la main pour frapper en entendant clairement la voix de son fils. « Mon père est un vrai raté. Il paiera pour tout si vous culpabilisez. » Ça suffit. Les mots frappèrent Bobby comme un coup de poing. Il se figea, les mains suspendues à quelques centimètres de la porte. Becca gloussa. « Ta mère a dit qu'il mangeait des ramen depuis des semaines juste pour s'offrir notre mariage de rêve. » Le cœur de Bobby battait fort en reconnaissant la 3e voix. Jake Morrison, le frère de Becca, se joignit à leur rire. Il a tellement besoin d'être aimé. C'est vraiment pathétique. L'homme a vendu son bateau de pêche, continua Travis, la voix pleine d'une compassion feinte. Son précieux bateau qu'il utilisait tous les week-ends. Et puis, la princesse Becca pourrait avoir son moment Instagram. Tu l'as vu la semaine dernière? Becca ajouta, il est presque squelettique. J'ai failli me sentir mal, mais je me suis souvenu qu'il avait choisi de faire ça. Personne ne le force à se laisser faire. La voix de Jake portait la cruauté désinvolte de quelqu'un qui se désintéresse complètement des conséquences. Au moins, tu en retires quelque chose. Mariage gratuit, argent gratuit. Et quand tu déménageras à Los Angeles, tu n'auras plus jamais à revoir son air déçu. C'est le plan. Approuva Travis. Une fois marié et installé en Californie, j'en aurai fini avec toutes ces obligations familiales de petite ville. Qu'il mange des ramen pour le reste de sa vie s'il le souhaite. Bobby sentit quelque chose de fondamental se transformer en lui. Pas de chagrin, mais quelque chose de plus froid et de plus décisif. Le chèque dans sa poche lui parut soudain lourd de possibilités plutôt que d'obligations. Il regarda la porte, ces gens qui avaient bâti leur rêve sur sa souffrance et fait un choix qui allait tout changer. Doucement, délibérément, Bobby glissa le chèque dans sa poche. Il se retourna et descendit l'escalier, ses pas silencieux sur la moquette du couloir. Lorsqu'il atteignit son camion, son esprit était déjà en train de calculer. Contrat de salle, acompte traiteur, composition florale et forfait photo. Tout était annulé. S'il savait où chercher.
Bobby se rendit directement au Grandview Manor où la coordinatrice du mariage, Patricia Wells, l'accueillit avec un enthousiasme professionnel. « Monsieur Kellerman, quel plaisir de vous voir. Nous sommes tous impatients du grand jour de Travis et Becca le mois prochain. » À ce propos, dit calmement Bobby. « Je dois tout annuler. » Le sourire de Patricia s'estompa. « Annuler ? Mais le mariage est dans 4 semaines. Nous avons déjà commencé les préparatifs et les acomptes. » Vérifiez le contrat, interrompit Bobby en sortant son exemplaire du contrat. Article 12, paragraphe 4. Annulation totale autorisée avec un préavis de 48 heures pour les événements à plus de 30 jours. Je vous accorde 30 jours. Le visage de Patricia pâlit en parcourant les documents. Bobby avait lu chaque contrat attentivement, comprenant les implications juridiques de chaque clause. Monsieur Kellerman, êtes-vous sûr? Les acomptes étaient conséquents. Gardez-les, dit Bobby. Envisagez une compensation pour votre dérangement. Mais le mariage est annulé avec effet immédiat. Il passa les 3 heures suivantes à annuler systématiquement chaque le fournisseur, chaque service, chaque détail que Travis et Becca avaient si soigneusement planifié. Le fleuriste, le photographe, le traiteur, le groupe de musique. Chaque annulation était polie mais définitive. La réputation de l'entrepreneur de Bobby le précédait. Ses entrepreneurs lui faisaient confiance et ne remettaient pas en question ses décisions. Le soir venu, Bobby avait démantelé le mariage de rêve de son fils avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour construire des bâtiments. La seule différence résidait dans la satisfaction que pouvait procurer la destruction lorsqu'elle était justifiée. Son téléphone se mit à sonner à 8 heures le lendemain matin. Chapitre 4. Le jugement commence. La voix de Travis se brisa de panique lorsque Bobby répondit enfin à la 10e sonnerie. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» La salle a appelé ce matin. Ils ont dit, tu as tout annulé. Bobby était tranquillement assis à sa table de cuisine, prenant son premier vrai petit déjeuner depuis des mois. Bacon, toast et jus d'orange frais. Le silence au téléphone s'éternisa tandis que Travis attendait une explication, des excuses ou une justification. « Je t'ai entendu hier, » dit Bobby. Enfin, sa voix portait un ton que Travis n'avait jamais entendu auparavant. « À ton appartement, toi, Becca, et son frère riaient bien de ton père. » Le silence s'épaissit. Bobby pouvait presque entendre l'esprit de Travis s'emballer, essayant de calculer des stratégies pour limiter les dégâts. « Papa, écoute. On était juste quoi ?» La voix de Bobby restait étrangement calme. « Je plaisantais juste sur le fait que je mange des ramen pour que ta princesse puisse avoir son moment Instagram. Je riais juste de combien je suis pathétique d'aimer mon fils au point de tout sacrifier. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. » Bobby prit une gorgée de son café, savourant le goût de quelque chose qu'il s'était refusé pendant des mois. 35 000 $, Travis. C'est ce que j'ai dépensé pour ton mariage. Tu veux savoir comment j'ai réuni cet argent? Travis ne dit rien. J'ai hypothéqué notre maison, vidé mon compte retraite, vendu tout ce que je possédais de valeur. Je mange un repas par jour depuis 4 mois pour que tu puisses avoir le mariage de tes rêves. Et tu penses que je suis un perdant désespéré. Papa, s'il te plaît. Le mariage est annulé, dit Bobby d'un ton sec. Chaque prestataire, chaque service, chaque détail que toi et ton fiancé avez passé des mois à planifier. Disparu. La voix de Travis monta jusqu'à frôler l'hystérie. Tu ne peux pas faire ça. Des gens viennent de tout le pays. La famille de Becca, ses amis. Tout le monde saura que nous avons été humiliés. J'aurais dû y penser avant de décider de m'humilier. Bobby raccrocha et éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit une véritable faim. Pas la faim désespérée d'une pauvreté forcée, mais la faim satisfaite d'un homme qui avait mérité son appétit. L'appel suivant arriva sur le téléphone fixe 1 heure plus tard. La voix de Linda était aiguë de panique. « Robert, qu'as-tu fait? » Travis est hors de lui. « Tu as embarrassé toute la famille. » « J'ai embarrassé la famille. » Bobby rit et le son fit froid dans le dos à Linda. Elle n'avait jamais entendu son mari rire comme ça. Froid, amer et complètement dénué de chaleur. « Dis-moi, Linda, comment va ton club de lecture? » L'inspiration brusque de Linda confirma ce que Bobby soupçonnait. Madame Henderson lui avait rendu visite la veille au soir.
Son visage âgé se creusa d'inquiétude et de colère justifiée. Elle lui parla du comportement suspect de Linda, des mensonges sur les clubs de lecture et de sa certitude grandissante qu'elle avait une liaison. « Je ne sais pas de quoi tu parles », disait Linda chaque semaine. « Dr Michael Andry », dit simplement Bobby. Chirurgien orthopédiste, Medical Plaza, centre-ville, les mardis et jeudis après-midi. Le téléphone s'éteignit. Becca arriva 30 minutes plus tard, déboulant par la porte d'entrée sans frapper. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en bataille. Son maquillage, prêt pour Instagram, ruisselait de larmes. « Monsieur Kellerman, s'il vous plaît. Il faut que tu comprennes, Travis ne pensait pas à ça. Il voulait juste se la péter devant Jake. » Bobby la regarda avec la même expression qu'il aurait donnée à un insecte particulièrement agaçant. « Sors de chez moi. » « Mais le mariage, il n'y a pas de mariage. Ma famille a déjà acheté des billets d'avion. Ma robe a coûté $3000. Mes abonnés. Les tiens. » Bobby se leva lentement et quelque chose dans sa posture fit reculer Becca. « Tu t'inquiètes pour tes abonnés sur les réseaux sociaux. C'est ma carrière. Tu n'as pas de carrière. Tu as un hobby qui dépend de l'argent des autres. Et cette source de financement vient de se tarir. » La vraie nature de Becca apparut alors que sa panique grandissait. « Tu ne peux pas nous faire ça. On a tout planifié. On mérite ce mariage. »« Tu mérites exactement ce que tu as gagné, » répondit Bobby. « C'est-à-dire rien. » Après son départ, Bobby se prépara à déjeuner, son premier repas de midi depuis des mois. Il coupait un sandwich lorsque Jake Morrison frappa à sa porte, son air de start-up remplacé par un calcul désespéré. « Monsieur Kellerman, il faut qu'on parle, » dit Jake en poussant Bobby dans le salon. La situation est devenue incontrôlable. Vraiment? Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais tu fais une erreur. Becca et Travis s'aiment, et tu détruis leur bonheur à cause d'un stupide malentendu. Bobby étudiait Jake Morrison, l'entrepreneur raté qui avait convaincu sa sœur qu'elle méritait un mariage à $35 000 financé par un homme qu'il avait qualifié de pathétique. Parle-moi de Los Angeles. Jake, parle-moi de ces opportunités d'affaires que tu promets à mon fils. La confiance de Jake vacilla. Eh bien, les choses sont encore en cours d'élaboration. Combien d'argent dois-tu? Quoi? Une question simple. Combien d'argent dois-tu actuellement à divers créanciers? Le visage de Jake devint rouge. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mon affaire quand tu as commencé à envisager d'emmener mon fils en Californie grâce à tes relations. Alors, je te repose la question. Combien d'argent dois-tu? 17 000. Jake marmonna. Des cartes de crédit? Presque. Des perspectives d'emploi à Los Angeles? Le silence de Jake répondit à la question. Sors, dit Bobby doucement. Et emmène ta sœur et mon fils avec toi quand tu quitteras la ville. Je ne veux plus vous revoir. Vous faites une énorme erreur, menaça Jake. Becca a de l'influence. Elle peut vous rendre la vie très difficile. Bobby sourit alors. Et Jake Morrison sentit quelque chose de primitif et d'effrayant dans cette expression. Mon fils, j'ai passé 4 mois à manger des nouilles ramen en regardant ma famille dépenser mon argent et se moquer de mon sacrifice. Ma femme me trompe avec un chirurgien. Mon fils me prend pour un minable perdant et sa fiancée me prend pour un distributeur automatique. Exactement. Quel aspect de ma vie pensez-vous pouvoir rendre plus difficile? Jake partit sans un mot. Chapitre 5. Le dilemme du médecin. Le docteur Michael Hendricks terminait son opération matinale lorsque son téléphone vibra, accompagné d'un SMS urgent de Linda. Bobby savait qu'il devait parler immédiatement. Les mains de Michael restèrent immobiles tandis qu'il effectuait les derniers points de suture, mais son esprit explorait les implications à toute vitesse. Il avait toujours su que cette liaison comportait des risques, mais Linda lui avait assuré que Bobby était trop passif et dévoué pour soupçonner quoi que ce soit. Le chirurgien se targuait de ses décisions calculées, et la situation lui échappait rapidement. Linda l'attendait dans son bureau lorsqu'il eut terminé avec ses patients. Son sang-froid habituel fut remplacé par une panique à peine contenue. « Il est au courant pour nous, dit-elle sans préambule. Et il a tout gâché pour le mariage de Travis. » « Et qu'est-ce qu'il sait ?» demanda Michael, calculant déjà des stratégies pour limiter les dégâts. « Tout. L'histoire du club de lecture, ton nom, même l'adresse de ta clinique.
Quelqu'un devait m'observer. Michael se servit un scotch à la carte de son bureau, sans en offrir un à Linda. Son récent divorce lui avait coûté cher, et un autre scandale pourrait dévaster son cabinet. La plupart de ses patients étaient des femmes d'âge moyen qui attendaient de leur chirurgien orthopédique qu'il incarne la stabilité et la respectabilité. « Que attends-tu de moi exactement, Linda ?» La question l'a pris de court. « Je veux qu'on trouve une solution ensemble. Il faut gérer Bobby, le convaincre de dire non. » Michael l'interrompit. « Ce qu'il te faut, c'est rentrer chez toi et sauver ton mariage. » Tout cela était censé être temporaire. Linda le fixa du regard. « Temporaire ? Tu as dit que tu m'aimais. » J'ai dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas ruiner mon cabinet à cause des problèmes conjugaux de quelqu'un d'autre. Les problèmes conjugaux de quelqu'un d'autre. La voix de Linda s'éleva dangereusement. Nous sommes ensemble depuis 3 mois. Nous avons parlé de mon départ de Bobby, de notre avenir ensemble. Michael termina son scotch et redressa sa cravate. Linda, tu es une femme séduisante, et nous avons passé d'agréables moments ensemble, mais je ne t'ai jamais rien promis de permanent. Tu es mariée, tu as une famille, et franchement, ton mari a l'air d'un homme bien qui ne mérite pas ce que tu lui fais subir. Linda sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans ses fantasmes, Michael la sauverait de sa vie monotone avec Bobby, lui offrant l'excitation et le luxe qu'elle estimait mériter. La réalité de son renvoi fut dévastatrice. « Mais tu ne peux pas m'abandonner maintenant, supplia-t-elle. Bobby divorcera. Je n'aurai plus rien. Alors vous auriez dû y réfléchir avant de commencer à mentir à votre mari. » Michael se dirigea vers la porte de son bureau, mettant clairement fin à la conversation. « J'ai la patience de voir. » Après le départ de Linda, Michael passa 2 coups de fil. Le premier à son avocat, l'informant des complications potentielles liées à cette liaison. Le second au consultant en gestion de la réputation de sa clinique, une précaution nécessaire dans sa profession. Pendant ce temps, Bobby mettait en œuvre la 2e phase de son plan. Il se rendit au bureau de Patricia Wells, la coordinatrice du mariage, un dossier rempli de documents à la main. « Monsieur Kellerman, » dit Patricia nerveusement. « J'espère que vous n'êtes pas là pour changer d'avis sur l'annulation. Nous avons déjà prévenu tous les prestataires. »« Je ne suis pas là pour le mariage, » interrompit Bobby. « Je suis là pour une proposition commerciale. » Patricia parut perplexe. « Proposition commerciale. » Bobby ouvrit son dossier et étala plusieurs contrats sur le bureau de Patricia. « Je souhaite faire appel à vos services pour un autre événement. Même date que le mariage. Même lieu, même ampleur. » Quel genre d'événement ? Une fête de divorce. Patricia haussa les sourcils. Une fête de divorce pour ma femme. Elle ne sait pas encore quel divorce, mais elle le saura bientôt. Je veux lui organiser une fête, quelque chose qui l'aidera à comprendre la nouvelle réalité de sa situation. Le plan de Bobby était complexe et impitoyable. Il avait enquêté sur la liaison de Linda avec la même attention méthodique qu'il avait portée à l'organisation du mariage, notant les dates, les heures et les lieux grâce aux preuves photographiques fournies par le neveu de Madame Henderson, un détective privé. « Je veux que tout le monde le sache, » continua Bobby, « tous ceux qui étaient invités au mariage, tous ceux qui étaient dans le cercle de Linda, tous ceux qui ont vu ma famille me traiter comme un idiot ces 4 derniers mois. Ils recevront tous des invitations à la fête du divorce de Linda. » Patricia était à la fois horrifiée et fascinée. « Monsieur Kellerman, êtes-vous sûr de cela ? Cela semble assez vengeur. » Madame, la vengeance reviendrait à incendier leur maison. C'est juste de la sensibilisation. Les invitations étaient des œuvres d'art. Bobby avait engagé un graphiste pour créer d'élégantes cartes qui, à première vue, ressemblaient à des faire-part de mariage. Seul un examen plus approfondi révéla le véritable message. Robert Kellerman vous demande le plaisir de vous accueillir à une célébration célébrant la fin de son mariage avec Linda Kellerman, dont la liaison avec le Dr Michael Hendricks a fourni le divertissement et l'inspiration pour cet événement joyeux. Les détails étaient méticuleusement planifiés. Au lieu d'un gâteau de mariage, il y aurait un gâteau de divorce décoré de cœurs brisés et d'alliances. Au lieu de cadeaux d'invités, les invités recevraient de petits cadres avec des photos de Linda entrant et sortant du bâtiment médical de Michael. Au lieu de toast de mariage, Bobby prévoyait de prononcer un discours détaillant ses mois de sacrifice et la trahison de sa famille. C'est assez élaboré, remarqua Patricia en examinant les plans. C'est cher.
J'ai 35 000 $ qui devaient servir à un mariage, répondit Bobby. Autant en faire bon usage. Ce soir-là, Travis arriva chez Bobby avec Jake Morrison et ses 2 enfants. Les 2 jeunes hommes semblaient hagards, leur arrogance passait remplacée par une confusion désespérée. « Papa, il faut qu'on parle », dit Travis d'une voix dénuée de son air de droiture habituel. Bobby ne les invita pas à parler. « Ça va trop loin », dit Jake, essayant de reprendre un peu d'autorité. « Tu humilies des innocents pour une conversation privée. » Des innocents. Bobby eut un rire glacial. « Mon fils, il n'y a plus eu un seul innocent dans cette histoire depuis le début. Tu es venu dans ma ville, tu as convaincu mon fils de s'endetter pour un mariage qu'il ne peut pas se permettre, tu comptes l'emmener en Californie grâce à tes relations inexistantes, et tu m'as traité de pathétique de payer les fantasmes de ta sœur. »« On peut arranger ça, » intervint Travis. « Je vais m'excuser. On va réduire la date du mariage. »« Il n'y a pas de mariage, » dit Bobby d'un ton neutre. « Et on ne peut rien arranger. Tu m'as montré qui tu es vraiment, et je te crois. » Jake s'avança avec agressivité. « Tu fais une erreur, mon vieux. Becca a des relations, de l'influence. » L'expression de Bobby ne changea pas, mais quelque chose dans son immobilité fit taire Jake. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, les gars, dit Bobby doucement. J'ai passé toute ma vie d'adulte à construire des choses, des maisons, des entreprises, des relations. Je sais exactement comment les choses se construisent, et je sais exactement comment les détruire. L'influence de votre sœur, c'est 30 000 abonnés qui ne connaissent pas son vrai nom. Mon influence, ce sont 25 ans de relations d'affaires dans cette ville. » Il marqua une pause, le temps de bien réfléchir. « Jake, ton score de crédit est de 487 $. Tu dois 17 000 $ sur 6 cartes de crédit et tu as été expulsé de 2 appartements à Los Angeles. Travis, tu n'as jamais occupé un emploi plus de 8 mois, et ton parcours professionnel est un véritable catalogue d'échecs. L'an dernier, les revenus Instagram de Becca s'élevaient à 1400 $. Les 2 jeunes hommes le fixaient du regard. Alors, quand tu parles de relations et d'influence, souviens-toi que j'ai les 2. Et contrairement à ta famille, je sais m'en servir. Travis tenta une dernière tentative. « Papa, je suis ton fils. » Bobby regarda son fils. Il le regarda vraiment pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des années. « Non, Travis. Mon fils est mort hier quand je l'ai entendu me traiter de minable perdant. Tu es juste quelqu'un qui partage mon ADN et mon nom de famille pour l'instant. » Chapitre 6. La tempête des réseaux sociaux. Le compte Instagram de Becca Morrison était devenu son identité, sa carrière et toute son estime de soi. Au cours des 3 dernières années, ses 30 000 abonnés représentaient une validation, une opportunité, et elle se persuadait d'avoir une véritable influence. L'annulation du mariage n'était pas seulement une déception personnelle. C'était une catastrophe professionnelle qui menaçait de révéler l'illusion soigneusement construite de son mode de vie. Elle avait passé la nuit suivant l'annulation de Bobby à élaborer la réponse parfaite sur les réseaux sociaux, essayant de transformer le désastre en compassion et en engagement. Sa publication comprenait un selfie en larmes, avec un éclairage dramatique, et une légende sur les membres toxiques de la famille et les obstacles à surmonter. La réponse fut immédiate, mais pas celle qu'elle attendait. Les commentaires allaient du soutien au scepticisme, voire à l'hostilité la plus flagrante. Plusieurs abonnés avaient fait des recherches et découvert des incohérences dans le récit de Becca. D'autres se demandaient pourquoi une femme aux revenus supposément importants sur les réseaux sociaux avait besoin du père de son fiancé pour financer son mariage. La situation s'est envenimée lorsque Charlie Wu, un ami de Bobby, un entrepreneur local avec un modeste public sur les réseaux sociaux, a publié une réponse qui est devenue virale au sein de sa communauté. Charlie avait observé la détérioration physique de Bobby pendant la planification du mariage et se sentait obligé de partager la vérité. Certains d'entre vous ont peut-être vu des messages sur un père toxique ruinant le mariage de son fils. Charlie a écrit « Permettez-moi de vous parler de Bobby clairement. Cet homme a mangé un repas par jour depuis 4 mois, a vendu tout ce qu'il possédait, et a hypothéqué sa maison pour payer pour le mariage de son fils. Ensuite, il a entendu son fils et la future belle-fille l'appelant un perdant pathétique pour avoir fait ses sacrifices. Iol peut juger pour vous-même. » Des images récentes montrant sa perte de poids dramatique. Le restaurant où elle avait organisé des critiques parrainées a tranquillement supprimé ses photos de tag. Jake Morrison, quant à lui, découvrait que la crise des médias sociaux
de sa sœur n'était que le début de ses problèmes. Son propriétaire à Los Angeles avait entamé des procédures d'expulsion, et ses sociétés de cartes de crédit exigeaient un paiement sur les comptes en retard. Son plan d'utilisation du mariage de Travis et Becca comme opportunité de réseauter et potentiellement des investissements s'était effondré, le laissant bloqué dans une petite ville avec des dettes croissantes et sans prospect. Le docteur Michael Hendricks a reçu son premier aperçu de la vraie nature de Bobby lorsque 3 de ses patients ont annulé des rendez-vous en une seule matinée. Tous les 3 étaient des épouses d'hommes qui travaillaient dans le réseau professionnel de Bobby. Les entrepreneurs, les fournisseurs et les propriétaires d'entreprises qui composaient une partie importante de l'économie locale. Je pense qu'il serait préférable que je trouve un autre chirurgien orthopédiste, a expliqué Madame Patterson lorsque la réceptionniste de Michael a appelé pour confirmer son rendez-vous. Mon mari travaille avec Bobby Kellerman, et nous pensons qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Michael a initialement rejeté les annulations comme une coïncidence, mais à la fin de la semaine, il avait perdu 12 patients réguliers. Sa réceptionniste a indiqué que de nouvelles demandes de rendez-vous avaient ralenti en un filet et plusieurs médecins référencés avaient discrètement redirigé leurs patients vers d'autres spécialistes des villes voisines. Bobby n'avait fait aucune menace directe ou accusation publique contre Michael. Il n'avait pas eu besoin de le faire. Dans une communauté où la réputation était tout, et les relations commerciales étaient construites sur la confiance, la simple connaissance que le docteur Hendricks avait trahi un homme d'affaires local respecté était suffisant pour éroder la confiance. Linda s'est retrouvée isolée d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Son cercle social composé en grande partie d'autres épouses d'entrepreneurs et des conjoints locaux du propriétaire d'entreprise a commencé à l'exclure de leurs activités habituelles. Les dates de café ont été annulées, les invitations de clubs de lecture, les vrais, cessé d'arriver et les conversations à l'épicerie sont devenues maladroitement brèves. Les papiers de divorce sont arrivés un jeudi matin, livrés par un serveur de processus tandis que Linda était toujours en robe. Les documents étaient complets et dévastateurs, détaillant non seulement l'intention de Bobby de mettre fin à leur mariage, mais aussi sa documentation financière complète de l'affaire de Linda. Bobby avait été méticuleux dans sa préparation. Les dossiers bancaires ont montré que les dépenses accrues de Linda pendant la période de l'affaire, y compris les achats dans des restaurants coûteux et des magasins de boutiques, qui dépassaient de loin leur budget habituel. Les enregistrements téléphoniques ont documenté des centaines d'appels et de SMS au numéro de Michael. Les relevés de cartes de crédit ont révélé des frais dans les hôtels et les spas à des dates lorsque Linda a affirmé être aux réunions du club de lecture. Le plus dommageable était le rapport des enquêteurs privés avec des photographies de Linda entrant et sortant du condo de Michael, des délais détaillés de ses activités et des déclarations sous serment de témoins, dont Madame Henderson et plusieurs voisins qui avaient remarqué le comportement suspect de Linda. Travis a reçu son propre colis le même après-midi, un avis d'expulsion de la maison de Bobby et une demande officielle de remboursement de tout l'argent prévu pour les dépenses de mariage. L'avocat de Bobby avait soigneusement structuré la demande, notant qu'aucun mariage ne s'était produit, les fonds constituaient des prêts plutôt que des cadeaux, ce qui les rend légalement recouvrables. Le jeune homme, qui avait vécu rentré dans le sous-sol de son père pendant 3 ans, a soudainement fait face à la réalité de se soutenir sans aucun filet de sécurité financière. Son emploi à temps partiel dans un magasin d'articles de sport a fourni à peine suffisamment de revenus pour les dépenses de base, sans parler du loyer de l'appartement et la dette Bobby était exigeante. La situation familiale de Becca est devenue plus compliquée lorsque ses parents sont venus de la Floride après avoir entendu parler du mariage annulé. Frank et Dorothy Morrison étaient des personnes à la retraite intermédiaire qui n'avaient jamais approuvé la carrière des médias sociaux de leur fille ou ses goûts coûteux. 35 000 $. Frank Morrison a demandé incrédule quand Becca a expliqué la situation. Vous vous attendiez à un homme que vous saviez à peine dépenser 35 000 $ pour votre mariage. Ce n'était pas seulement pour moi, papa. Becca a protesté. C'était aussi pour Travis. Et sa famille voulait qu'il passe un bon mariage. Dorothy interrompit. Il ne voulait pas qu'il les fasse en faillite pour des photos Instagram. Frank Morrison était un électricien à la retraite qui comprenait la valeur de l'argent et le coût de la main-d'œuvre manuelle. L'idée que sa fille avait non seulement accepté un cadeau aussi extravagant, mais s'était moqué de l'homme à condition que cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait essayé de lui enseigner le caractère et la gratitude. Vous rentrez à la maison avec nous, a déclaré Frank. Ce non-sens des médias sociaux est terminé. Vous allez obtenir un vrai travail et apprendre un peu de respect pour les personnes qui travaillent pour leur argent. Les protestations de Becca sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Ses parents en avaient assez vu son comportement droit et étaient déterminés à corriger le cours avant qu'il ne soit trop tard.
Le coup final à l'empire des médias sociaux de Becca est venu lorsque plusieurs de ses partisans ont commencé à enquêter sur ses antécédents. Ils ont découvert que bon nombre de ses posts de style de vie étaient mis en scène dans des endroits empruntés ou loués, que ses tenues de créateur étaient souvent des imitations ou des articles fortement actualisés présentés comme des achats à prix plein et que ses revendications concernant le revenu et l'indépendance ont été largement fabriquées. Un blogueur local avec un public plus large que Becca a écrit un exposé détaillé intitulé The Influencer Illusion, How Social Media Stars fallu leur succès. Becca a figuré en bonne place en tant qu'étude de cas dans l'authenticité manufacturée, avec des comparaisons side-side de ses affirmations par rapport à la réalité. À la fin du mois, la carrière de Becca Morrison sur les réseaux sociaux était terminée. Son nombre de suiveurs était tombé en dessous de 15 000. Ses taux d'engagement avaient chuté et aucune entreprise légitime n'était disposée à s'associer à sa marque. Alors que Bobby regardait l'effondrement systématique de la vie de son traître, il n'a ressenti aucune satisfaction, seulement l'achèvement du froid du travail nécessaire. Comme démolir un bâtiment qui était devenu structurellement non lié, la destruction était approfondie, méthodique et irréversible. Chapitre 7. La célébration du divorce. Les invitations à la célébration du divorce de Bobby ont été livrées exactement 4 semaines après avoir annulé le mariage, arrivant dans des boîtes aux lettres à travers Millbrook Heights et la communauté environnante. Le stock de cartes élégants et le design sophistiqué ont initialement trompé de nombreux destinataires en pensant qu'ils recevaient des annonces de mariage, ce qui rend le message réel encore plus choquant. Patricia Wells avait initialement résisté à la demande non conventionnelle de Bobby, mais sa détermination calme et son engagement financier complet l'avaient finalement conquis. L'industrie de la planification des événements a prospéré à des occasions mémorables, et le party de divorce de Bobby serait certainement inoubliable. Le lieu était le même manoir Grandview qui aurait accueilli le mariage de Travis et Becca. Bobby avait demandé un minimum de changements décoratifs du plan de mariage original, voulant que les invités reconnaissent exactement à la célébration qu'ils assistaient à la place. Les arrangements floraux sont restés élégants, mais étaient maintenant entièrement composés de fleurs funéraires, de lys, de chrysanthemums et de roses en blanc et violet profond au lieu de faveurs de mariage. Chaque réglage de table comprenait un petit cadre en argent contenant l'une des photographies des enquêteurs privés de Linda entrant dans le condo du docteur Hendrick. Les images ont été composées avec goût mais indubitablement incriminantes, montrant Linda vérifiant son apparence dans les miroirs du hall du bâtiment et regardant avec prudence autour de lui avant d'entrer. La liste des invités était complète et soigneusement organisée. Tous ceux qui avaient été invités au mariage ont reçu une invitation à la célébration du divorce. En plus des récipiendaires supplémentaires du réseau professionnel de Bobby, des cercles sociaux de Linda et de la communauté plus large. Les propriétaires d'entreprises locaux, les membres du conseil municipal, les congrégations de l'église et les clubs sociaux ont tous reçu des invitations officielles pour assister à la comptabilité publique de Linda Kellerman, où les événements inhabituels se répandent rapidement via Millbrook Heights. Certaines personnes ont été consternées par la justification publique de Bobby. D'autres étaient fascinés par la tournure dramatique des événements, et beaucoup étaient tout simplement curieux de voir comment la situation se déroulerait. Linda a reçu son invitation par courrier certifié avec une note de Bobby. Depuis que vous avez aimé célébrer derrière mon dos, je pensais que vous pourriez apprécier la célébration devant tout le monde. L'invitation du docteur Michael Hendrick a été livrée à son cabinet médical, provoquant des ragots considérables parmi son personnel. L'enveloppe sophistiquée avait incité sa réceptionniste à l'ouvrir, en supposant que c'était un événement professionnel, seulement pour découvrir le contenu choquant qui est rapidement devenu le discours de l'ensemble du bâtiment médical. Travis a trouvé que son invitation glissait sous la porte de la salle du motel Bon Marché où il séjournait depuis que Bobby l'a expulsé de la maison familiale. Son père avait inclus une note personnelle. Votre présence est demandée, mais pas requise. Je pensais que vous pourriez aimer voir la conclusion d'une situation que vous avez trouvée si amusante. Le soir de la célébration, Bobby est arrivé au Grandview Manor portant son meilleur costume, le même qu'il avait prévu de porter le mariage de son fils. Il avait gagné 15 livres au cours du mois dernier, et son visage avait retrouvé une partie de sa couleur et de sa vitalité naturelle. Pour la première fois depuis des mois, il ressemblait à un homme en contrôle de sa situation. Près de 200 personnes ont assisté à l'événement, tirées par la curiosité. Support à Bobby ou simplement le spectacle d'une occasion sociale aussi sans précédent. Le journal local a envoyé un journaliste et plusieurs participants ont discrètement documenté la soirée sur leur téléphone, garantissant que l'histoire se propageait bien au-delà de Millbrook Heights. Linda est arrivée séparément, accompagnée de sa sœur, qui avait chassé d'Atlanta pour fournir un soutien moral.
Linda avait l'air marre et défensive, son attitude confiante habituelle remplacée par une anxiété à peine contrôlée. Elle envisageait de ne pas y assister, mais son avocat avait indiqué que l'absence serait interprétée comme l'admission de culpabilité et endommagerait sa position dans la procédure de divorce. Le docteur Hendricks n'a pas assisté, ayant quitté la ville 3 jours plus tôt pour ce que son bureau a décrit comme une conférence médicale prolongée. Son absence a été notée par beaucoup et interprétée comme une confirmation de sa culpabilité. Bobby a pris le podium à 8 heures après le dîner et les invités réunis s'étaient installés dans l'atmosphère surréaliste de célébrer la fin d'un mariage. Son discours n'était ni en colère ni émotionnel, mais plutôt méthodique et dévastateur dans son exhaustivité. Un merci à tous d'être venus pour célébrer cette étape importante, a-t-il commencé, sa voix portant clairement à travers l'élégante salle de bal. Beaucoup d'entre vous prévoient d'assister à un mariage ici ce soir, célébrant le mariage de mon fils, Travis, à Rebecca Morrison. Au lieu de cela, nous sommes ici pour célébrer la fin de mon mariage avec Linda. La pièce était absolument silencieuse. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi nous nous sommes rassemblés pour une occasion aussi inhabituelle, laissez-moi l'expliquer. Il y a 4 mois, je me suis engagé à dépenser 35 000 $ pour le mariage de mon fils. Cet argent représentait mes économies de vie, mon fonds de retraite et une deuxième hypothèque sur notre maison familiale. Bobby s'arrêta, laissant l'ampleur financière s'enfoncer avec le public. J'ai travaillé 14 heures, 7 jours par semaine pour gagner cet argent. J'ai mangé un repas par jour, vendu mes biens et sacrifié chaque confort pour m'assurer que mon fils pourrait avoir le mariage de ses rêves. Au cours de ces mêmes 4 mois, ma femme Linda avait une liaison avec le docteur Michael Andry, le rencontrant 2 fois par semaine tout en me disant qu'elle assistait à un club de lecture. Des halètements et des murmures ont traversé la foule. Plusieurs personnes se sont tournées pour regarder Linda, qui était assise gelée à sa table. Le mois dernier, j'ai entendu mon fils et son fiancé riant de mes sacrifices. Ils m'ont appelé un perdant pathétique qui paierait pour quoi que ce soit si vous le faisiez assez trébucher. Ils ont trouvé hilarant que je mange des nouilles ramen pour financer leur mariage de rêve. Ils ont spéculé sur la désespération que je devais être. Aimé. La voix de Bobby est restée stable et conversationnelle, comme s'il discutait de la météo plutôt que de trahison personnelle dévastatrice. Cette conversation m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Le respect ne peut être acheté. La fidélité ne peut pas être achetée. Et l'amour qui nécessite le paiement n'est pas du tout de l'amour. J'ai donc canalisé le mariage, demandé le divorce et j'ai décidé de lancer cette célébration à la place. Il fit un geste vers la foule réunie. Tout le monde dans cette salle a travaillé pour son argent, a établi ses relations sur le respect mutuel et a compris que la confiance est gagnée plutôt que supposée. Vous comprenez la valeur de garder votre parole, d'honorer vos engagements et de traiter les gens atteints de décence humaine de base. Bobby tendit la main dans sa veste et sortit une enveloppe de manille. Dans cette enveloppe, il y a des copies du rapport de l'enquêteur privé documentant l'affaire de Linda, y compris des photographies, des dossiers bancaires montrant ses dépenses accrues pendant la période de l'affaire et des enregistrements téléphoniques documentant des centaines d'appels et de SMS à son amant. Je ne partage pas ces détails pour embarrasser Linda davantage. Ses actions ont déjà accompli cela. Je les partage parce que la vérité compte, et je veux que tout le monde comprenne exactement ce que nous célébrons ce soir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Linda avait des larmes coulant sur son visage, mais elle est restée à son siège, apparemment incapable de bouger ou de parler. Cette célébration représente la liberté, a poursuivi Bobby. Liberté de la trahison, de la manipulation, des personnes qui confondent la gentillesse avec la faiblesse et la générosité, la stupidité. Il représente la fin de l'activation du comportement égoïste et le début de tenir les gens responsables de leurs choix. Il a regardé directement Linda pour la première fois. Linda, tu as choisi de trahir notre mariage. Travis, tu as choisi de se moquer de mes sacrifices. Rebecca, vous avez choisi d'exploiter ma générosité. Docteur Andry, vous avez choisi de participer à la destruction d'une famille. Ce sont tous des choix, pas des erreurs ou des malentendus. Ce soir, nous célébrons les conséquences de vos choix. Bobby soulève le verre de champagne vers la vérité, la responsabilité et la fin de la prise de personnes décentes pour acquise. La pièce a lentement rejoint son toast. Le bruit des lunettes de tintement créant une conclusion étrange à la célébration la plus inhabituelle que Millbrook Heights ait jamais connue. Chapitre 8. Conséquences et calculs.
Les semaines qui ont suivi la célébration du divorce ont apporté des conséquences rapides et complètes pour toutes les personnes impliquées dans la trahison de Bobby. La nature publique de l'événement avait garanti que l'histoire se propageait dans toute la communauté et au-delà, créant des effets d'entraînement qui ont touché tous les aspects de la vie du traître. La procédure de divorce de Linda est devenue une maîtrise en préparation juridique et en destruction stratégique. L'avocat de Bobby, Margaret Chin, était l'un des avocats de la famille les plus respectés de l'État, et Bobby lui avait donné des ressources illimitées pour assurer une victoire complète. Votre mari a tout documenté. Margaret a expliqué l'avocat de Linda lors de leur première réunion. Les dossiers bancaires, les journaux téléphoniques, les preuves photographiques, les déclarations de témoins et le rapport d'un enquêteur privé se lit comme un roman d'espionnage. Madame Kellerman n'a pas de position défendable. Le propre avocat de Linda, un jeune avocat d'une clinique juridique de réduction, a été submergé par la portée des preuves de Bobby et la compétence de sa représentation. L'affaire a été réglée dans les 6 semaines avec Linda recevant une pension alimentaire minimale et aucune réclamation aux actifs commerciaux de Bobby ou au compte de retraite. Le décret de divorce final a été brutal dans son exhaustivité. Linda devait assumer la responsabilité de la moitié des dettes liées au mariage malgré le fait de ne jamais avoir reçu le bénéfice de la célébration. Elle a perdu tous les droits dans la maison familiale, les affaires de Bobby et tous les actifs détenus conjointement au-delà des biens personnels de base. Plus important encore, le tribunal a accordé à Bobby un jugement pour remboursement de toutes les dépenses liées à l'affaire Linda. Factures de restaurant, frais d'hôtel, cadeaux et autres frais qui ont été payés avec des fonds conjugaux. Le total a dépassé $12 000, l'argent que Linda n'avait pas et ne pouvait pas raisonnablement gagner. Le docteur Michael Reese a découvert que les scandales de la petite ville pourraient détruire la réputation professionnelle avec une efficacité dévastatrice. Sa base de patients a continué de s'éroder comme un mot de l'affaire se propage par les communautés médicales dans les zones environnantes. Les médecins référents ont discrètement redirigé leurs patients vers d'autres spécialistes et ces privilèges hospitaliers ont été révisés par le comité d'éthique. Le coup final est venu lorsque le State Medical Board a ouvert une enquête sur la conduite de Hendrick, se concentrant spécifiquement sur la question de savoir s'il avait violé l'éthique professionnelle en s'engageant dans une liaison avec un patient. Les dossiers médicaux de Linda ont montré que ses plaintes de maux de dos avaient été largement fabriquées, ce qui soulève si Hendricks avait correctement diagnostiqué et traité son état ou avait permis sa tromperie depuis le début. Face à des pressions professionnelles et financières croissantes, Hendricks a pris la décision de déplacer sa pratique dans un autre état. Son départ de Milberg Heights a été calme et sans cérémonie, laissant derrière elle une réputation endommagée et une pratique médicale qui s'est vendue beaucoup moins que sa valeur précédente. La situation de Travis est devenue désespérée avec une vitesse choquante. Son emploi à temps partiel dans le magasin d'articles de sport couvrait à peine ses dépenses de motel, sans parler de la nourriture, du transport et de la dette croissante que Bobby exigeait par le biais de canaux juridiques. Ses tentatives de trouver un meilleur emploi ont été entravées par son manque d'expérience et la sensibilisation locale croissante à son rôle dans le scandale familial. Word s'était répandu dans toute la communauté sur les commentaires moqueurs de Travis concernant les sacrifices de son père, et de nombreux propriétaires d'entreprises étaient réticents à embaucher quelqu'un avec des références de caractère si pauvres. Jake Morrison a abandonné sa sœur et Travis après avoir réalisé que leur situation était au-delà de la récupération. Il est retourné à Los Angeles avec des dettes et des mandats en suspens pour son arrestation, laissant derrière lui une trace de factures impayées et de promesses rompues. L'empire des médias sociaux de Becca Morrison a poursuivi son effondrement spectaculaire. Ses parents l'avaient forcé à supprimer son compte Instagram et à retourner en Floride, où elle travaillait comme caissière dans une épicerie tout en vivant dans sa chambre d'enfance. La transition de l'influenceur des médias sociaux à l'employé du salaire minimum a été humiliante et complète. Ses parents, Frank et Dorothy Morrison, avaient profondément honte du comportement de leur fille et avaient institué des règles strictes pour sa réhabilitation. Elle devait payer le loyer, travailler à plein temps et assister à des séances hebdomadaires avec un conseiller spécialisé dans le traitement des problèmes de dépendance aux médias sociaux et de droit. Vous apprendrez la valeur du travail honnête et traiterez les gens avec respect, a déclaré Frank à sa fille. Et si vous vous comportez à nouveau de cette façon, vous pouvez trouver un autre endroit pour vivre. La réponse plus large de la communauté aux actions de Bobby a été mitigée mais généralement favorable. Beaucoup de gens admiraient son approche stratégique pour faire face à la trahison, tandis que d'autres ont estimé que l'humiliation publique était une réponse excessive aux problèmes familiaux privés. Madame Henderson, qui avait d'abord alerté Bobby du comportement suspect de Linda, est devenue une sorte de célébrité locale. Son rôle dans l'exposition de l'affaire a été vu héroïquement par ceux qui ont soutenu les actions de Bobby.
Bobby Kellerman est un homme bon qui a été profité par des gens qui auraient dû l'aimer, a-t-elle déclaré à quiconque écouterait. Parfois, les bonnes personnes ont besoin de se défendre, et parfois cela signifie que d'autres personnes se blessent. Mais elles se blessent avec leur propre choix. Charlie Wu, l'ami de Bobby qui avait publié la réponse virale sur les réseaux sociaux le défendant, a reçu des dizaines de nouveaux contrats de construction de personnes qui voulaient soutenir les entreprises qui ont défendu des valeurs décentes. Le post avait été partagé des milliers de fois et avait fait de Charlie quelque chose d'un héros folklorique sur Internet. Les gens sont fatigués de regarder les bonnes personnes se promener partout, a expliqué Charlie à un journaliste local. L'histoire de Bobby a résonné parce que nous avons tous vu des familles où une personne fait tout le sacrifice tandis que tout le monde fait toute la prise. Travis a fait une dernière tentative de concilier avec son père. En arrivant chez Bobby un jeudi soir pluvieux, il avait l'air mince et désespéré. Son arrogance habituelle remplacée par une véritable peur de son avenir. « Papa, s'il te plaît, dit Travis quand Bobby a répondu à la porte. Je sais que j'ai gâché. Je sais que ce que j'ai dit n'allait pas, mais je suis ton fils. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose ? Bobby a regardé le jeune homme qui partageait son ADN, mais avait rejeté toutes les valeurs qu'il a essayé d'inscrire. Je ne m'attendais pas à exploiter. Reconnaître le choix que vous avez déjà fait. Travis est parti cette nuit-là en sachant que sa relation avec son père a été coupée en permanence. Le jeune homme qui avait grandi en attendant un soutien inconditionnel, quel que soit son comportement, était enfin confronté aux conséquences du traitement de l'amour comme une ressource illimitée. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 6 mois après la célébration du divorce, Bobby Kellerman s'est tenu au soleil du matin sur le pont de son nouveau bateau de pêche, en regardant le lever du soleil peindre le lac dans des tons d'or et de cramoisi. Le bateau était plus grand et meilleur que celui qu'il avait vendu pour financer le mariage de Travis. Acheté avec de l'argent dans le règlement de Linda et son entreprise de construction florissante, le scandale avait été paradoxalement excellent pour la réputation professionnelle de Bobby. Des clients de toute la région ont demandé l'entrepreneur qui s'était défendu avec une telle brillance stratégique, considérant ses actions comme une preuve de caractère fort et de jugement fiable. Son calendrier a été réservé solide pour les 18 prochains mois, et il avait dû embaucher 3 employés supplémentaires pour répondre à la demande accrue. La santé physique de Bobby s'était complètement rétablie des mois de sacrifice et de stress. Il avait à retrouver le poids qu'il avait perdu, a commencé à faire de l'exercice régulièrement et avait l'air plus jeune qu'il ne l'avait fait depuis des années. Plus important encore, sa santé mentale s'était considérablement améliorée une fois qu'il avait cessé de permettre l'égoïsme des autres et a commencé à hiérarchiser son propre bien-être. Madame Henderson était devenue un compagnon régulier pour les voyages de pêche du matin de Bobby. Leur amitié s'est approfondie par son rôle dans l'exposition de la trahison de Linda. La veuve âgée a été vivre dans une excellente entreprise, partageant l'appréciation de Bobby pour les plaisirs simples et les relations authentiques. Des regrets ? Demanda-t-elle un matin en attendant que le poisson morde. Bobby a soigneusement examiné la question. Je regrette qu'il m'a fallu si longtemps pour voir qui ils étaient vraiment. Je regrette de permettre leur comportement aussi longtemps que moi, mais je ne regrette pas de la fin. Linda avait déménagé dans un autre état après la finalisation du divorce. Incapable de reconstruire sa réputation à Millbrook Heights, sa sœur avait fourni un logement temporaire, mais leur relation a été tendue par la dépendance financière de Linda et le refus continu d'accepter la responsabilité de ses choix. Linda, les tentatives de contacter Bobby avaient été complètement ignorées. Son numéro de téléphone a été modifié, son adresse était confidentielle et son avocat avait des instructions pour refuser toutes les tentatives de communication. En ce qui concerne Bobby, Linda Kellerman n'existait plus. Le docteur Hendricks avait réussi à déplacer sa pratique au Nevada, mais sa base de patients est restée plus petite que son succès précédent. La communauté médicale était étonnamment petite, et le mot de ses violations éthiques l'avait suivi à travers les lignes de l'État. Ses revenus avaient chuté de plus de 60%. Et sa réputation professionnelle est restée en permanence endommagée. Travis avait finalement trouvé du travail dans un entrepôt dans une ville voisine, gagnant à peine suffisamment pour louer un studio et maintenir le transport de base. Ses tentatives de reconstruction des relations avec les membres de la famille élargie ont échoué car le mot de sa trahison s'était répandu tout au long de leur réseau social. Le jeune homme qui avait une fois prévu de déménager à Los Angeles pour des opportunités de démarrage travaillait maintenant des camions de chargement du 3e quart de travail et du chèque de paie vivant au chèque de paie. Ses rêves de succès facile et de richesse héritée ont été remplacés par la dure réalité de se soutenir sans assistance familiale. Becca Morrison est restée en Floride avec ses parents,
travaillant à l'épicerie et apprenant lentement à vivre sans validation des médias sociaux. Son compte Instagram avait été supprimé en permanence et elle a été interdite de créer de nouveaux profils de médias sociaux dans le cadre de son programme de réadaptation. La transition du mode de vie de l'influenceur à l'emploi normal avait été traumatisante, mais Becca commençait à comprendre la valeur du travail honnête et des relations authentiques. Ses parents ont rapporté qu'elle faisait des progrès, bien qu'ils soient restés vigilants pour prévenir toute régression à son comportement préalable. Jake Morrison avait été arrêté à Los Angeles pour mandat en suspens et purgeait 6 mois en prison du comté. Ses rêves de start-up avaient été remplacés par la réalité des accusations criminelles pour fraude à chèque et vol d'identité. La charmante personnage entrepreneur avait été révélée comme une tromperie élaborée conçue pour exploiter la confiance et les ressources des autres. La nouvelle vie de Bobby était plus simple mais infiniment plus satisfaisante que son existence précédente en tant que catalyseur et fournisseur financier pour les membres de la famille Ingrat. Il a rejoint un club de pêche, a commencé à assister à des événements communautaires et à développer de véritables amitiés avec des personnes qui ont partagé ses valeurs de travail acharné et de respect mutuel. Son entreprise de construction s'était étendue au-delà des travaux résidentiels pour inclure des projets commerciaux et des contrats de travaux publics. La réputation qu'il avait construite à travers des décennies de travail honnête, combinée avec un soutien public qu'il avait reçu après avoir résisté aux trahisons, avait ouvert des portes aux opportunités qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Plus important encore, Bobby avait appris à reconnaître la différence entre l'amour et l'exploitation, entre la fidélité familiale et le comportement destructeur, entre le pardon et la folie. Les leçons ont été coûteuses et douloureuses, mais il l'avait transformé d'une victime en quelqu'un qui a commandé un véritable respect. Un soir, tout en examinant les plans pour un nouveau projet de centre communautaire, Bobby a reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Quand il a répondu, la voix de Travis était à peine reconnaissable, cheval, désespéré et brisé. « Oh papa, j'ai besoin d'aide », a déclaré Travis sans préambule. « J'ai perdu mon emploi. Je suis expulsé et je n'ai nulle part ailleurs pour me tourner. » Bobby écoutait silencieusement son ancien fils détailler la cascade d'échecs qui l'avait amené à ce point désespéré. Travis avait été licencié de l'entrepôt pour des problèmes de fréquentation, pris du retard sur le loyer et épuisé toutes les autres sources potentielles d'assistance. « Je sais que tu me détestes, » Travis a continué, « mais je suis ton fils. J'ai besoin de toi pour m'aider une fois de plus. » La réponse de Bobby était calme et définitive. « Travis, vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé que j'étais quelqu'un à vous moquer et à exploiter. Vous ressentez les conséquences de ce choix. J'espère que vous avez appris d'eux, mais je n'interférerai pas avec les leçons que vous devez apprendre. Vous ne pouvez pas simplement me laisser devenir sans abri, » a plaidé Travis. « Je ne te fais pas sans abri, » a répondu Bobby. « Vos choix vous ont rendu sans abri. La différence est importante. » Après avoir raccroché, Bobby n'a ressenti aucune satisfaction dans la souffrance de son fils, mais aussi aucune obligation de l'empêcher. Travis était un adulte qui avait pris des décisions pour adultes, et ces décisions ont procédé à des conséquences pour adultes, permettant son comportement, ne ferait que retarder son éventuel calcul avec la réalité. Madame Henderson, qui avait entendu la conversation lors de l'une de leurs visites régulières en soirée, a hoché la tête avec approbation. Des choix difficiles, dit-elle simplement, mais nécessaires. Bobby s'est versé un scotch et s'est installé dans sa chaise confortable, regardant le lac où il avait pêché ce matin-là. La maison était calme, paisible et entièrement la sienne. Personne ne se moquait de sa générosité, exploitant son amour ou traitant ses sacrifices comme des blagues pour leur divertissement. Pour la première fois depuis des décennies, Bobby Kellerman n'était entouré que de personnes qui le respectaient, appréciaient son amitié et le traitent avec la dignité qu'il méritait toujours. Le prix de la réalisation de cette paix avait été élevé, mais valait chaque centime. Alors qu'il était assis sur sa chaise, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes, Bobby réfléchit à la leçon la plus importante qu'il ait apprise. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Certaines personnes ne valent pas la peine de pardonner. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de permettre l'autodestruction de quelqu'un. Le téléphone a sonné à nouveau ce soir-là, mais Bobby n'a pas répondu. Quelle que soit la crise ou l'urgence que son ancienne famille vivait, il devrait le résoudre sans son aide.